On rigole pas ici, hein. C'est pas cette route là qu'on doit rejoindre ici? Ah ouais, je me disais. On va décéder si on rejoint cette route là. On a un petit peu de vent, un petit peu de pluie, mais c'est pas si mal. Hein? Allez, vas-y, fais des pompes. En pleine randonnée, allez, allez, allez. Il est toujours, hein. Bah alors? Ouais. Ouais, bah ouais. C'est vrai que tu vas grimper, tu es méga patate quoi. Ouais, tu m'étonnes. Mais tu grimpes trop fort ça. Hein? T'es trompé de chemin, mais si tu vas tout droit par là. Ouais, je vais dans le vide là, c'est ça? Moi je passe le drone. Bon, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que là tu me dis, voilà, selon les saisons, c'est ça que tu as dit. C'est passionnant, c'est ça qui fait que l'agriculture est passionnante, mais la phytothérapie animale, humaine de la même manière. Si je prends ici une sarriette en hiver, mais ça peut être mon thym, ça peut être une plante. Si je prends une plante en hiver, elle contient des hydrocarbures terpéniques, bon des terpènes, on va être simple, des terpènes, ok? En hiver. Cette même plante-là, en été, mais maintenant c'est plus tôt, parce que ça a changé, je vais avoir ce qu'on appelle un principe d'oxydoréduction, un couple redox qui se met en place, et donc je vais avoir une oxydoréduction de mes terpènes, et donc les principes actifs vont se transformer en familles phénolées, par exemple thymol, carvacrol. Donc je passe des terpènes, cette grande famille de terpènes, à la famille des phénols. Ça veut dire qu'entre l'hiver et l'été, je n'ai pas les mêmes principes actifs. Ça veut dire qu'il y a un document qui va accompagner une huile essentielle qui s'appelle la chromatographie en phase gazeuse. Sans elle, on est perdu. Alors ça, c'est la jambe droite. Quand on achète une huile essentielle, c'est écrit, c'est obligé d'écrire... L'huile essentielle qui est motivée. Je téléphone, bonjour, j'aimerais une huile essentielle de thym vulgaire. Vous avez? Oui. J'aimerais une huile essentielle de thym vulgaire, si vous voulez, à thymol carvacrol. Vous avez? Oui. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la chromatographie en phase gazeuse qui le confirme? Non. Ah, alors comment ça se fait que vous me dites oui? Parce que ça, je le dis tout le temps. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont malhonnêtes. Ça veut dire que quelquefois, ils n'ont pas les moyens d'avoir les chromatographies en phase gazeuse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en France? Les groupements de céréaliers, une quinzaine, je le disais, groupe de 15 ici, 15 ici, on les appelle le groupe des castors, le groupe des trucs. Ce
sont 15 à chaque fois, 18 maximum. Ils ont payé les chromas aux productrices et producteurs d'huile essentielle pour travailler avec eux, qui sont juste à côté de chez eux géographiquement. C'est entre 30 et 60 euros à peu près une chroma, hein, si je dis pas de bêtises. Un peu plus. 80, moi ici, il disait le ticket. Nous, on a mis là dans la ville 30 euros. Oh. Alors. On a vu un peu la fonction chémotypale. On va la voir plus en détail sur la chroma. Je vais vous montrer ce document. Je vais vous montrer ici en informatique. On va faire un peu de sémantique. C'est un peu chiant, mais nécessaire. Bon. C'est vrai que quand j'étais au BAHU, la famille des carbures, c'est la famille des terpènes. On va faire simple. Et ce qui finit en N appartient à la famille des terpènes. Et là, je vous ai mis les terpènes les plus utilisés en agriculture. Là, j'insiste, on est dans le bac à sable. Mais les limonènes, on pourrait en faire un désherbant, un adjuvant, ce qui est une connerie, mais c'est pour dire que c'est très puissant. Les limonènes, dans Citrus paradisi, le pamplemousse, ça détruit tout au sol, quoi. Et vous allez voir, on en a fait une préparation commerciale. Pas moi, hein. J'y ai indirectement contribué, c'est une connerie que j'ai fait, ça j'avoue. Mais voilà, ça fait partie de mes expériences. J'ai reçu des gens qui me disaient ouais, on va faire des produits bio, tout ça, ils les ont commercialisés. J'avais bien dans l'os, et en ce moment, ils pulvérisent des limonènes sur la vigne, on va voir ce que ça donne. On me dit ouais, mais c'est bio, on va voir ce que ça donne. Ça nous a mis dans une mer de noir. C'est parce que c'est beau, c'est bio, que c'est bien. Hein. On va faire un petit slogan comme ça, mais voilà. Donc ce qui finit en N appartient à la famille des terpènes. C'est tout ce que je vous demande de retenir pour le moment. Et après, on va les classer par action. Et on va les mettre sur un tableau électromagnétique. Les alcools, ça finit en ol. Je vous ai mis les géraniol, linalol, menthol. Voilà. On arrive même à voir à peu près d'où ils viennent. C'est pas si simple parce que vous allez voir les phénols, ça finit en ol aussi. Bon. Grande famille, les aldéhydes, ça finit en al. Pas toujours, je vous ai fait une moyenne. C'est Attila. Les aldéhydes, c'est Attila. Quand on travaille avec les aldéhydes, en insecticide, ça tawane. Je suis dans une mer de noir, dans une serre, les huiles essentielles, citronnelle de Java, 30% d'aldéhyde, les citronellales, les linalales, des choses comme ça tawane. J'ai souvent des jeunes maraîchers qui s'installent, qui sortent du CFPP à Montmoreau, de Roufac, etc. Ils m'appellent, oh, Eric, je suis dans une mer de noir, qu'est-ce que je fais? Je prends aucun risque. Souvent, on me critique à ce niveau-là. J'éteins le feu d'abord. Je ne veux pas que ces gens-là perdent leur culture. Et après, on va leur enseigner tous les préambules, etc. Mais il faut apprendre à éteindre le feu. Et souvent, si un jour vous faites ce métier, technicien ou vous conseillez, si vous ne savez pas éteindre le feu, vous n'emmènerez pas les gens dans votre spire de compréhension. Vous direz, il est nul, il ne sait pas tuer des pucerons. Même si vous n'approuvez pas, il faut savoir le faire. Et ça, il faut savoir mettre de côté les fondamentaux en agriculture. C'est biodégradable, c'est naturel, on a au moins cet avantage. On ne laisse pas de traces dans la nature. Les cétones, ça finit en aune. Il y a le camphre, qui est une exception. La famille des cétones, c'est une très grande famille de métabolites secondaires qui ont la particularité d'être très volatiles. On peut repousser ou attirer jusqu'à 30 km de distance. Ce qu'on a démontré avec des scientifiques, même comme Pierre Rubeza, un ingénieur du son, qui nous a beaucoup aidé pour mesurer la fréquence de ces principes actifs. Grande famille aussi, la famille des phénols, famille d'antioxydants. On a vu hier, ça permettait la compartimentation, vous vous rappelez. Je vous en ai mis quelques-uns, mais je vous ai mis les plus puissants. Et si j'en avais 3 à retenir, thymol, carvacrol, eugénol. Eugénol ici, ça vous parle. Hein, je crois que... Alors c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec Eugenia caryophyllus, donc le clou de girofle. Ça aussi, ça m'est beaucoup reproché. Ça n'empêche qu'en un traitement, je stocke l'escalaline, le typiose, Armilea melea, toutes les bactéries sur les marronniers à la vigne d'olive, Pseudomonas syriae, un traitement. Je vais vous apprendre à manier ces trucs-là de manière précise. Pour nous, un mildiou, un oïdium, une rouille, à l'université de Dijon, une fusariose, une septoriose en France sur céréales, un traitement. Ce n'est pas un problème. Là où les molécules de synthèse échouent, nous, c'est un traitement. Vous imaginez où on avait les pieds. On devient très emmerdant là. On est en train de démontrer que vous avez dans la main des outils. Si vous savez les utiliser intelligemment, vous aurez de très bons résultats. Seulement, ce
que je vous demande, c'est pas d'attendre que les indésirables arrivent en disant ouais, les huiles essentielles c'est très efficace, j'occupe de tout ce qu'on a vu en préalable, le triangle, tout ça. Là, vous allez vous planter. Parce que si vous mettez que des métabolites secondaires sur vos plantes, on ne nourrit pas des plantes avec des métabolites secondaires, phénol, terpènes. On nourrit des plantes avec des sucres, des minéraux, des oligos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le triangle, c'est la base. Si votre triangle est installé, ce qu'on a démontré à Lille, CFPPA de Lille, c'est que si le triangle est mis en place, les huiles essentielles marchent à merveille. Si vous ne mettez pas le triangle en place, ça marche beaucoup moins bien. Les plantes, elles vous aboient. On va mesurer ici des sols, pour le moment des sols. Peut-être demain on mesurera des liquides, mais je le ferai moi. Et c'est mesurer un liquide, on l'a compris, un sol, pardon, c'est de mesurer sa capacité à s'orienter vers un champ électromagnétique terrestre à une vitesse donnée. Au plus c'est paramagnétique, au plus il y aura de vie. Donc ça veut dire que quand tu vas mesurer avec cet appareil-là, tu vas mesurer la capacité d'un sol à accueillir la vie. Et vous l'avez. Vous l'avez. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans votre sol encore. Et j'ai vraiment envie de m'y mettre comme un fou. Je sais, par rapport à ce que j'avais mesuré déjà avant, que vous avez perdu du paramagnétisme, je me répète, mais je pense qu'il y a du diamagnétisme dans votre paramagnétisme. Vu que votre paramagnétisme a baissé, il y a du diamagnétisme dans votre sol, c'est vrai. Donc il y a des molécules de synthèse chimique. Ça veut dire qu'il y a quand même une incapacité plus ou moins forte à accueillir la vie. Mettez un bémol à mes propos. J'ai une suspicion, mais je suis plus... Suspicion? Non, c'est avéré. Ouais, bon. C'était à fond ici. Non, ok, mais voilà, je suis sûr d'une chose, c'est que je suis sûr de rien, si tu veux. Donc voilà, hein, je suis pas en train de dire ouais, c'est pas dangereux les pesticides, je suis pas en train de dire ça. C'est que je fais partie de ces gens qui aiment bien avoir des propos où derrière il y a un recul. Là, je suis juste avec vous, je crois, et juste avec moi-même. Je n'ai pas de recul par rapport à ça. C'est une suspicion. Pour qu'elle soit avérée, il va falloir qu'on mesure, et qu'on mesure, et qu'on mesure les choses. C'est juste ça. Si toi, à un moment donné, dans un discours qui soit rationnel ou irrationnel, tu dis ouais, ici c'est plein de pesticides et c'est pour ça que mes micro-organismes ne tiennent pas, prouve-le. C'est la première chose qu'on va te sortir. C'est que je croise des gens depuis 25 ans que je fais ce métier, 27 ans exactement, je croise que ça. Ces gens qui n'ont pas envie de se reconvertir vont dire prouve-le. C'est ce qu'on fait en ce moment. Et après, tu verras, c'est pas suffisant. Là, je sors d'un colloque, on a démontré que quelquefois on peut être 5% au-dessus des rendements nationaux en céréales. On m'a accusé de tricherie, on m'a dit que je mettais des nitrates. On peut toujours trouver des arguments pour ne pas changer soi. Mais voilà, l'idée c'est de garder des propos crédibles et la crédibilité, quelquefois, c'est la jambe droite. Ça, c'est le paramagnétisme. Ça te va? Il nous reste la force vitale. J'ai une question sur le dipôle en Irlande, là. Ils prennent le dipôle. Alors, ça parce que là, oui, on est tous des gens passionnés, il n'y a rien de plus dangereux. Je peux? Oui. Ensuite, cet appareil a été inventé par Wilhelm Reich à la base. À la base, il y a très longtemps en arrière, ça n'existait pas quand Wilhelm Reich travaillait là-dessus. Hein, à la base, et je ne vais pas tricher, il était psychiatre. Et il a travaillé avec Albert Einstein. Et Albert Einstein, en fait, quand il a travaillé avec Wilhelm, il a dit waouh, ça, il a appelé ça les ondes spooky, fantasques. Fantasme, fantasque. Ce qui a généré le Spooky 2. Nous, on l'a à la maison maintenant. Ça soigne 99% des cancers aux États-Unis. Les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, c'est des jeunes de 25-35 ans. C'est juste des génies très très haut niveau. Ils ont démontré qu'ils pouvaient guérir pratiquement tous les cancers au travers de la biorésonance. Cet appareil, normalement aux États-Unis, coûtait 100 000 €, et là, il le laisse dans le bien commun pour 500 $. Forcément, nous, on a investi dedans. Hein, et Katia, là, va partir, on rentre là, Katia part une journée là, dans le canton de Fribourg, et régulièrement, elle va suivre des formations. C'est très complexe comme appareil. En plus, pour moi, c'est complexe, c'est en anglais, je ne suis pas bon, mais c'est pour vous dire, c'est un appareil qui tape dans toute la gamme multifréquentielle. La maladie de Lyme, la SLA, la maladie de Charcot, les cancers, ça tape tout. Il n'y a pas un truc, ils ont travaillé sur tout. Ils se sont pris la tempête aux États-Unis. Voilà, donc ce truc, il est dans le bien commun. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des ondes qu'on a du mal à déterminer quelque part. Dans notre monde de la rationalité, elles ne sont pas dans la norme. Donc, en fait, à la base, quand Wilhelm Reich a travaillé là-dessus, ce que nous, on a nommé la force vitale, pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que sinon, je perdais des gens. Quand j'ai eu Olivier Husson du CIRAD qui est venu suivre mes formations, il a tout de suite compris mon jeu.
il a approuvé, hein, d'ailleurs je m'en fous qu'il approuve ou pas, mais ça m'a un peu rassuré. On a désossé ces appareils, les premiers avec des électroniciens du CERN, et on a vu qu'en fait c'est des capteurs photoniques en fait. Ce que on a retranscrit en pourcentage, mais ce que Wilhelm Reich appelait l'orgone. L'orgone, si on le transcrit, c'est l'orgasme. Parce que Wilhelm Reich, ce psychiatre, disait arrêtez de raisonner avec ça, raisonnez avec ça, avec vos tripes en fait. Voilà, je caricature toujours, hein, je prends les raccourcis parce que sinon c'est des demi-journées de cours. Mais en fait, il a retranscrit ça sous forme de fréquences très très sensibles, très subtiles, qui sont presque impermanentes et qui enrobent toute forme. C'est-à-dire cet orgone-là, c'est multifréquentiel, c'est pour ça que vous avez vu qu'on peut changer de capteur, si vous voulez, au niveau de la sensibilité. Je suis ici sur x1, x10, x100, 1K, 2K, etc. C'est-à-dire que là, je peux mesurer le déplacement d'une fréquence à 400 mètres d'ici, mais il y a tellement d'interactions, c'est juste impossible. D'ailleurs, quand je fais de la géobiologie chez les gens, je mets cet appareil, je suis dans une pièce en bas et je ne me déplace pas. Et je demande à la personne de se déplacer dans la pièce. Et à chaque fois je lui demande de s'arrêter, parce que je vois l'aiguille qui part en négatif, je dis vous êtes devant quoi? Elle me dit bah par exemple, je dis devant une prise électrique, ou devant un écran plasma, ou devant mon ordinateur. Et après ça peut être plus subtil que ça, mais je m'arrête là. Donc en fait, nous on a normé pour la Terre et les liquides, on a mis sur x10, pour qu'on puisse parler une langue commune. D'accord? Donc on a appelé ça la force vitale, pour pas emmener les gens dans la notion d'orgone trop vite, parce que je perdais 95% des gens. Ils ne comprennent pas, ou ils jugent, ou vous voyez, hein, comme disait Goethe, je vous ai dit, plus facile de railler ce qu'on ne connaît pas. Donc on a appelé ça force vitale avec des physiciens, des électroniciens du CERN. Et en fait, on s'est aperçu que quand un sol est en dessous de 50%, parce qu'on l'a retranscrit en pourcentage, c'est un sol qui est épuisé, si on fait un peu d'anthropomorphisme, une analogie. Il est épuisé. J'ai eu le pire des cas aux États-Unis. Ce monsieur m'a permis d'en parler. Il a maintenant 88 ans. Il s'appelle Patrick Dufler. C'est un grand chercheur qui a 400 hectares de vignes en Virginie. Et c'est le gouverneur qui l'envoie chez moi. Monsieur Bourguignon était déjà passé, Yverodi était déjà passé. Je ne voyais pas trop ce que je pouvais faire. Donc je lui demande quand même de m'envoyer des échantillons de sol. J'étais avec mon assistante Mélanie. On a juste travaillé avec ça. On n'a même pas mesuré ça. J'avais juste devant ce monsieur qui est revenu, et on a mesuré la force vitale de sol, vu qu'ils avaient déjà mesuré le pH, tout ça, hein, les agronomes, je ne vais pas le refaire. On a mesuré la force vitale, elle était à 5%. J'ai jamais vu aussi faible. Il m'a dit on ne produit plus rien, ça fait des années qu'on a ces vignes, ça donnait, puis d'un coup, ça a chuté. Et avec des vins immondes. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer la force vitale? On va le voir ensemble. Pour améliorer la force vitale, on travaille avec du frais. On ne travaille jamais avec du déshydraté, avec du lyophilisé, comme je dis souvent. Hein, je sais pas, de la fiente de poule en granulé sur des sols comme ça. D'ailleurs, on joue des sols tout court, mais sur des sols comme ça, c'est une catastrophe. Parce qu'ils n'ont plus d'énergie, ces engrais. Si vous les mettez sur cet appareil, ils émettent plus de photons. Donc ils vont demander au sol de prendre ses propres photons pour digérer cet engrais déshydraté. Comme hier, je vous ai expliqué quand on boit en permanence des tisanes sèches. Les tisanes de plantes sèches, ça demande à votre corps de prendre ses propres photons pour digérer cette plante sèche. C'est une catastrophe. C'est juste une catastrophe. Vous comprenez l'analogie? Donc un sol épuisé, en dessous de 50%, on va lui apporter des extraits fermentés de consou, d'ortie, de ce qu'on a vu un peu ensemble hier, faites avec de la plante fraîche. On va apporter des fumiers faits avec du matériau frais. Et donc le guano de chauve-souris qui est en poudre est relativement sec. Je ne sais pas si c'est humide, sec, tu vois ce que c'est? Alors j'ai eu un souci avec ça, Carole. J'en ai analysé beaucoup, mais tu mets encore une suspicion à mes propos. Le peu que j'ai analysé, mais pas mal, il était souvent diamagnétique. Et en fait, j'en ai déduit, sans aller au-delà de ça, que les chauves-souris vont bouffer les parasites qui sont au-dessus des champs de maïs, souvent. Voilà. Donc je me suis retrouvé avec de la fiente de chauve-souris tout le temps diamagnétique, jamais paramagnétique. Donc ça veut dire que dedans, si je l'analyse, je ne l'ai pas fait parce que je le sais maintenant, il y a des molécules de synthèse chimique en grande chose. Ouais, ça fait... Je travaille avec. Il y a aussi le fait que